Bonjour à tous, donc on repart donc sur cette semaine sur la paracha de Béchalach, donc une paracha qui est très riche en événements et en plus très riche en enseignements pour nous-mêmes. Et donc donc on peut voir par exemple, d'ailleurs on pourrait dire que c'est une des parachutes les plus belles et donc on va l'expliquer pourquoi. Donc la première, c'est qu'on sait, c'est que ça va être la sortie d'Égypte. Les béné Israël vont enfin pouvoir sortir d'Égypte, qui plus est vont être raccompagnés par Paro à leur sortie. Deuxièmement, on va avoir aussi la mer qui va être divisée en 12 pour les 12 tribus. On va avoir aussi la lecture de la Shira, qui est un chant magnifique des béné Israël quand ils vont passer par la mer Rouge. Ensuite, on va voir aussi les Égyptiens qui vont mourir dans la mer. On va voir aussi la réception de la manne. Et enfin aussi les colonnes de nuée qui vont être envoyées par Hachem pour pouvoir guider euh, les béné Israël. Donc en fait, tout ça pour nous dire que c'est une paracha qui est très riche et en même temps qui est remplie de choses heureuses et d'événements remplis de joie. Et donc, on se pose la question, c'est bizarre, parce que donc le premier passage commence comme ça. Vaï Béchalar Paro et Tam. Et ce fut lorsque Paro renvoya le peuple. Donc on se pose la question, comment ça se fait qu'il y ait écrit Vaïi? Pourtant, comme on le sait, donc Vaïi qui veut dire et ce fut. Comme on le sait pourtant, c'est que c'est un langage des Chachamim qui apporte en général, quand ce Vaïi, qui apporte en général la peine, qui apporte les malheurs, qui apporte la souffrance. Donc comment ça se fait que ce terme-là soit écrit? On aurait dû écrire normalement Veaya, que c'est le terme donc, de Rachamim qui est utilisé par les Rachamim. Donc ça c'est la première question. Comment ça se fait qu'on écrit Ve'ayeli et pas Ve'aya, sachant qu'on a eu énormément de bonnes nouvelles dans cette paracha? Donc on va répondre par deux explications. La première, elle est toute simple. C'est qu'en fait on nous dit que Paro va nous ramener, va nous laisser partir d'Égypte. Donc comme on te dit, ce fut lorsque Paro renvoya le peuple. Mais c'est pas seulement le fait qu'il renvoie le peuple, c'est qu'en plus, il accompagne les béné Israël à leur sortie d'Égypte. Et là, le problème commence là. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'en fait, quand Paro les a fait sortir, les béné Israël, il est venu leur voir et on peut imaginer la scène. Il leur a dit: oh là là, vous savez quoi? On a été ensemble pendant 210 ans, on vous a donné à manger, on vous a donné à boire, on vous a donné un endroit pour dormir, vous aviez un travail. C'est vrai, c'était un peu difficile, on était peut-être dur avec vous, on vous frappait, etc., etc., etc. Mais au final, bon, c'était du donnant-donnant. Vous étiez bien quand même chez nous. Vous n'aviez pas à vous soucier de votre parnassa, de votre endroit où dormir. Donc, bon, on a quand même fait beaucoup de choses pour vous. Et les béné Israël, comme on le sait, ils vont d'ailleurs à chaque épreuve qui va avoir lieu, c'est-à-dire quand ils vont arriver devant la mer Rouge, ils vont arriver comme ça, ils vont voir que la mer Rouge ne s'ouvre pas, ils savent pas quoi faire, ils voient les Égyptiens derrière, ils vont commencer à se poser des questions et à se dire: oh là là, on aurait peut-être dû rester en Égypte, pourquoi on est sorti? Ou encore, par exemple, quand ils vont arriver, qu'ils n'auront pas à manger, ils vont être là à se plaindre à Moshe en se disant: tu vois, au moins en Égypte, on avait quelque chose à manger, là, on n'a rien à manger. Donc, à chaque moyen ou à chaque petite épreuve, les béné Israël vont réussir à remettre en question tout ça. Et ça a été la force de Paro. C'est qu'en fait, ça c'est le Rav, d'ailleurs c'est le Rav Haberman qui dit ça, il te dit, en fait, dès qu'il y a un malheur, dès qu'il y a une épreuve, dès qu'il y a quelque chose de mauvais, on arrive à se reposer des questions. C'est un petit peu notre travail d'ailleurs au quotidien, nous, au Bnei Israël. C'est en fait, comme on le dit d'ailleurs, comme on le sait, un juif, il peut pas stagner. C'est-à-dire que soit il avance, soit il recule. Et en fait, c'est un peu cette force-là, c'est qu'on puisse toujours continuer à avancer, toujours être dans le derech HaTorah, pour arriver à être de plus en plus mamine, donc c'est-à-dire de plus en plus croyant, et ne pas se poser des questions, et de se dire que tout ce qui nous arrive, c'est pour le bien. Pour qu'à chaque épreuve qui nous arrive, on arrive à se dire: c'est pas grave, moi je sais, j'ai confiance en Hachem, je vais pouvoir rester dans mon domaine, et j'ai pas de problème. Donc ça, c'était la première réponse qu'on a donnée, c'est par le Rav Haberman. Donc la deuxième réponse, c'est en fait, c'est par rapport au malheur de Paro lui-même. C'est-à-dire quoi? On peut donner l'exemple d'un roi qui avait un esclave qui lui a donné qui s'occupait de lui amener son repas, et donc c'était un poisson qui était complètement périmé, et le serviteur amène le poisson à son roi. Le roi commence à manger, il goûte, il fait: ah, mais c'est quoi? C'est pas possible, c'est quoi cette odeur? C'est quoi ce poisson? Mais quand on m'amène le serviteur qui m'a fait ça, et il va devoir payer. Donc le serviteur arrive et lui dit oui, il lui fait: écoute, tu as trois possibilités. La première, c'est que tu manges le poisson que tu m'as amené. La deuxième, c'est que tu vas prendre des coups de bâton. Et la troisième, c'est que tu me payes une amende. Donc qu'est-ce que va répondre le serviteur? Ah non, moi il n'y a pas de problème, je préfère manger le poisson.
il va manger le poisson, il va commencer à essayer de manger le poisson, il mange une première bouchée, deuxième bouchée, il n'arrive pas, vraiment il peut pas, il n'arrive pas avec l'odeur, avec le goût, il dit non, je préfère les coups de bâton. Et il va se faire battre par des coups de bâton 5 fois, 6 fois, 10 fois, 15 fois. Après, il fait ah non, non, finalement, je peux pas, c'est trop compliqué, je vais vous payer une amende. Et un peu, c'est quoi cette idée-là? Bien sûr, comme vous l'avez compris, c'est un petit peu Paro avec Hachem et les Bnei Israël. Donc Paro qui se prend 10 plaies sur la tête, et c'est seulement au bout, enfin 9 plaies sur la tête, et c'est seulement au bout de la 10e qu'il va accepter en disant ah oui, t'as raison, Hachem, c'est votre Dieu, je vous laisse sortir, il n'y a pas de problème, c'est moi qui ai fait l'erreur, il n'y a pas de problème, vous pouvez sortir. Et en fait, il a besoin de 10 fois pour pouvoir comprendre que c'était Hachem qui dirigeait ce peuple, qui dirigeait le monde. Et c'est un petit peu aussi une leçon pour nous, c'est que des fois on a besoin de se prendre 5 fois, 6 fois des coups sur la tête, et c'est seulement après qu'on se dit ah tiens, tu sais quoi, je devrais faire tes choix sur cette chose-là, ça m'a apporté à chaque fois que des mauvaises choses, ça m'a apporté des malheurs, et des fois malheureusement on a besoin dans tout, que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport à la Torah, par rapport aux enfants, par rapport à nos parents, quoi qu'il arrive, on a besoin toujours de se prendre d'avoir plusieurs choses, de plusieurs coups sur la tête qui nous arrivent pour qu'on puisse comprendre que ce que l'on fait, c'est pas forcément bien. Donc comme on l'a dit, la première en fait, c'est le malheur, c'est le fait que Paro nous a accompagnés en dehors et qu'après, donc à chaque épreuve, les Bnei Israël auraient pu se remettre en question le fait qu'ils soient sortis d'Égypte. Et la deuxième en fait, c'est vraiment sur Paro lui-même qu'il a décidé de nous sortir d'Égypte. C'est vraiment en référence à son malheur de Paro lui-même qui a pris tous ces coups-là sur la tête. Donc la deuxième chose que je voulais qu'on voit ensemble, c'est en fait c'est toujours dans le même pasouk. Et c'est en fait, il y a écrit Vayi Beshel Paro et Ta'am, Velo Nacham Elohim, Derech Eretz Pelishtim, Kikarov ou Kiamar Elohim, Peninachem Am, Birodam Milchama, Veshavu Mitzrayma. Donc, et ce fut lorsque Paro renvoya le peuple, Hachem ne les dirigea point par le pays des Philistins, car il était proche, et parce que Hachem disait, de peur que le peuple ne se ravise à la vue de la guerre et retourne en Égypte. Donc là, en fait, il y a deux choses dans ce passouk-là. C'est que la première, c'est en fait de dire que Hachem ne les dirigea pas par le pays des Philistins, car il était proche. C'est-à-dire quoi qu'il était proche? En fait, on ne parle pas d'une proximité entre les Philistins et l'Égypte d'un point de vue géographique. Non, on te parle en fait d'une proximité vraiment temporelle. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que les Bnei Israël venaient de sortir à peine d'Égypte, comme on voit la deuxième partie du Passouk. C'est en fait de peur que le peuple ne se ravise en vue de la guerre et retourne en Égypte. C'est-à-dire qu'en fait, les Bnei Israël, dans la montée d'Akadosh Baruch Hu, les Bnei Israël, on venait à peine de sortir d'Égypte, et s'ils avaient vu une guerre, s'ils avaient vu des morts, s'ils avaient vu encore ça, ils se seraient dit oh là là, mais en fait, c'est-à-dire que pendant 10 ans, nous, on a été esclaves en Égypte, mais on était très bien. Le monde qui est en dehors, il est encore pire. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est en dehors d'Égypte, c'est la guerre, c'est les morts, c'est les combattants, c'est tout ce monde-là. Et en fait, ils veulent pas de ça. Et Hachem, dans sa montée, a été bon. Il s'est dit si je monte ça au Bnei Israël, ils vont repartir en arrière. Et ça, c'est un petit peu aussi, ça rejoint vraiment l'idée qu'on a expliquée au départ. C'est l'homme, par sa nature, il a toujours peur, il est toujours attaché à ses habitudes. Et en fait, c'est-à-dire que l'habitude, pour lui, elle est confortable, et tout ce qui est nouveau, tout ce qui est inconnu, ça l'effraie. Et c'est vraiment, ça c'est quelque chose qui nous arrive au quotidien, et ça on peut en prendre témoin, que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport à des amis, que ce soit par rapport à une ligne téléphonique, une banque. Même si on a beaucoup de problèmes, mais s'il y a plein de choses, même si on a plusieurs choses qui nous arrivent, même si on a plusieurs histoires qui sont mauvaises pour nous, et ben, des fois on se dit, bah, tu sais quoi, je préfère rester où je suis que de voir autre chose. Et ça, c'est quelque chose sur une mida sur laquelle on doit toujours travailler. D'ailleurs, ça, c'est vraiment l'idée du juif en général. D'ailleurs, le Gaon de Vilna, il disait que le but de la vie est le tikkun hamidot. C'est quoi le tikkun hamidot? C'est l'amélioration de notre caractère. C'est de se dire, tiens, de jamais rester comme on est. C'est-à-dire qu'il y a ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas. Ok, très bien. Il faut que je travaille, il faut que j'avance sur telle et telle mida. Et donc, que dans cette paracha, en tout cas dans ce premier passouk, toutes les choses qu'on a apprises, c'est vraiment de pouvoir toujours faire teshuva. D'ailleurs, c'est le but aussi du juif, c'est toujours faire teshuva, de toujours se remettre en question. À chaque épreuve, ne pas se dire oh là là, il m'arrive ça, bon bah alors c'est pas bon et je reste dans cette chose-là. Non, il faut pouvoir être capable de se relever, d'avancer, de pouvoir faire teshuva, de pouvoir toujours être encore plus proche d'Hachem, être encore plus ma'amin. Et tout ça, ça passe bien sûr par l'étude de la Torah et par, comme le disait le Gaon de Vilna, par le tikkun hamidot, le travail sur son caractère. Donc voilà, qu'on puisse toujours être dans le domaine de la Torah et qu'on puisse travailler sur nos midot. Amen, Kenny Shabbat Shalom.